On m'a dit que je n'appartenais pas à Noël. Une veuve patronne a vendu la maison qu'ils avaient héritée. Bon retour et profitez de l'histoire. Les guirlandes étaient déjà accrochées lorsque Nathalie arriva. Le sapin scintillait dans la baie vitrée, décorée d'ornements qu'elle avait elle-même achetés au fil des années. Une musique festive résonnait dans la maison, forte, joyeuse, festive, mais personne ne l'accueillit à la porte. La neige commençait à tomber doucement sur Paris, transformant les rues en cartes postales hivernales. Alors que Nathalie restait immobile sur le perron, son souffle formant de petits nuages blancs dans l'air glacé. Elle utilisa la clé de secours qu'on lui avait demandé de ne plus utiliser, mais qu'elle gardait précieusement, comme un souvenir qui refusait de s'estomper. Ses mains étaient chargées des tartes qu'elle avait préparées avec soin, de petits cadeaux emballés, avec des doigts tremblants, et une carte pour chaque petit enfant. Elle déposa tout délicatement sur la table de l'entrée, prenant soin de ne rien renverser. Le salon était rempli de rires. Son fils Hugo, sa belle-fille Patricia, leurs amis, tous trinquaient joyeusement. Nathalie entra avec un sourire timide, espérant se fondre naturellement dans cette ambiance chaleureuse qu'elle avait autrefois orchestrée. Et tout s'arrêta. Patricia se tourna la première. Son visage se crispa, sa voix devint glaciale. « Oh, tu es vraiment venu. » Puis, s'adressant aux autres, « Je pensais qu'on avait convenu que cette année ce serait juste la famille. Juste la famille. » Ces mots la frappèrent plus violemment qu'une gifle. 62 ans de vie, 12 ans de veuvage, et voilà. Qu'on lui signifiait qu'elle n'était pas famille. Nathalie sentit son cœur se comprimer dans sa poitrine, ses poumons luttant pour trouver de l'air. Hugo ne dit rien. Encore une fois, il se contenta de fixer son verre, trouvant soudain un intérêt fascinant dans les glaçons qui y flottaient. Ce silence lui fit plus mal que tout. Ce fils qu'elle avait porté, élevé, pour qui elle avait sacrifié tant de choses, restait muet devant l'humiliation de sa propre mère. Elle resta là un moment, absorbant la froideur qu'aucune cheminée ne pouvait réchauffer. Cet endroit qu'elle avait décoré chaque décembre depuis la naissance d'Hugo, cette maison qu'elle les avait aidés à acheter, pour laquelle elle s'était portée caution qu'elle avait aidé à refinancer quand ils étaient en difficulté, était maintenant un lieu où elle n'avait plus sa place. Aucune protestation ne vint, aucune défense, juste le silence. Ce genre de silence qui en dit plus que les mots ne le pourraient jamais. Elle se retourna et sortit sans dire un mot, les épaules droites malgré le poids de la douleur. La neige avait commencé à s'intensifier. Elle recouvrait ses pas à mesure qu'elle s'éloignait, effaçant le chemin qu'elle avait emprunté, comme ils avaient effacé sa présence dans leur vie. Cette nuit-là, Nathalie ne pleura pas. Une résolution nouvelle naquit en elle, tandis qu'elle observait Paris illuminé depuis la fenêtre de son appartement. Dans son reflet sur la vitre, elle ne vit pas une femme brisée, mais une survivante. N'avait-elle pas déjà surmonté la perte de Robert, son mari, 12 ans plus tôt? N'avait-elle pas repris l'entreprise familiale quand tous pensaient qu'elle échouerait? Elle avait traversé des tempêtes bien plus violentes que le mépris glacial de sa belle-fille. Elle se versa une tasse de thé dans son petit appartement silencieux, puis, avec des gestes mesurés, elle sortit le dossier immobilier qu'elle avait conservé pendant des années. Elle tenait toujours l'acte de propriété. La maison était techniquement à elle, offerte mais jamais officiellement transférée. Parce qu'au fond d'elle-même, elle avait toujours su qu'un jour il pourrait l'oublier, la mettre de côté comme un meuble encombrant. Le lendemain matin, elle appela son avocat, Maître Lefort, un vieil ami de Robert qui l'avait toujours conseillé avec sagesse. « C'est légal ?» demanda-t-elle simplement, posant le dossier devant lui. « Parfaitement légal », confirma-t-il après avoir examiné les documents. « La maison est toujours à ton nom, Nathalie. Ils vivent là-bas par ta grâce, pas par droit. » Elle hocha la tête, une décision cristalline se formant dans son esprit. Alors vends-la rapidement, discrètement. À la fin de la semaine, la maison était vendue, sans avertissement, sans adieu, juste une vente, rapide, propre, définitive. La nouvelle famille emménagea avant le nouvel an, un jeune couple avec un bébé en route. La femme pleura quand elle vit la cuisine. Elle dit qu'elle lui rappelait celle de sa grand-mère. Ils serrèrent Nathalie dans leurs bras comme si elle était une bénédiction, et leurs yeux brillaient d'une gratitude sincère pour cette chance inespérée d'acquérir une si belle demeure à un prix raisonnable. Pour la première fois depuis des années, Nathalie se sentit chez elle, non pas dans un lieu physique,
mais dans ce moment de connexion authentique avec des étrangers qui lui montraient plus de respect que sa propre famille. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Janvier s'installait sur Paris avec son manteau de froid et de grisaille. Dans son bureau directorial de Tissage Robert, l'entreprise textile familiale qu'elle dirigeait depuis la mort de son mari, Nathalie contemplait la ville à travers les larges baies vitrées. L'entreprise, spécialisée dans les tissus de haute qualité pour la mode de luxe, était son refuge, l'endroit où elle se sentait encore utile, respectée, nécessaire. Les ateliers bourdonnaient 3 étages plus bas, une ruche industrieuse où 50 employés œuvraient sous sa direction. Le téléphone sonna, brisant sa contemplation. C'était Jacqueline, sa secrétaire depuis 15 ans. « Madame, votre fils est ici. Il insiste pour vous voir immédiatement. » Nathalie sentit son cœur accélérer, mais sa voix resta calme. « Faites-le attendre 10 minutes, puis envoyez-le. » Elle avait anticipé cette confrontation. Elle s'y était préparée mentalement, comme elle se préparait à toutes les négociations difficiles. Quand Hugo entra enfin, son visage déformé par la colère et la panique, elle était prête. « Comment as-tu pu faire ça ?» explosa-t-il. Sans préambule, nous jeter dehors à peine une semaine après Noël, Patricia est effondrée, les enfants ne comprennent pas pourquoi ils ont dû quitter leur maison. Nathalie l'observa calmement, notant que dans sa tirade, il n'y avait pas un seul « tu nous manques » ou « nous avons eu tort », seulement l'indignation d'un privilège perdu. « Assieds-toi, Hugo », dit-elle en désignant le fauteuil face à son bureau. « Si tu veux me parler, ce sera comme ça. Calmement, dans mon bureau, je suis d'abord une dirigeante d'entreprise, ensuite seulement ta mère. » Surpris par ce ton qu'il n'avait jamais entendu chez elle, il s'exécuta. La femme en face de lui ne ressemblait en rien à la mère effacée qu'il connaissait, celle qui se pliait en 4 pour faire plaisir, qui acceptait les invitations de dernière minute et les annulations sans prévenir, qui gardait les enfants quand Patricia avait besoin d'espace, qui finançait leurs vacances et n'attendait qu'une photo en retour. « Cette maison était à moi, dit-elle simplement. Je vous l'ai prêtée, pas donnée. J'ai décidé de la vendre. Mais pourquoi ? Pourquoi maintenant ?» Sa voix trahissait son incompréhension totale. Pour lui, sa mère avait toujours existé, pour répondre à ses besoins, sans jamais avoir les siens propres. « Parce que j'ai réalisé que je n'y étais plus la bienvenue, » répondit-elle avec une honnêteté désarmante. « Et je refuse désormais de financer un lieu où je ne suis pas respectée. » C'était juste un malentendu. Patricia ne pensait pas à mal, elle voulait juste une soirée tranquille. « Tu sais comment elle est. » « Non, Hugo, ce n'était pas un malentendu. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Depuis combien de temps est-ce que je n'existe que quand vous avez besoin de quelque chose? La gardienne, la banquière, la cuisinière de secours. » Il ouvrit la bouche, la referma. Pour la première fois, peut-être, il voyait sa mère comme une personne à part entière, avec sa dignité et ses limites. Cette réalisation semblait le désarçonner complètement. « Patricia hurle au téléphone depuis 2 jours, » murmura-t-il finalement. « Elle veut te poursuivre en justice. Elle dit que tu as agi illégalement. » Nathalie sourit légèrement. « Quel essai? Tous les documents sont en règle. La maison était et a toujours été à mon nom. Je n'ai jamais finalisé le transfert de propriété que j'envisageais il y a quelques années. Mais où allons-nous aller? Nous n'avons pas les moyens de retrouver un tel logement à Paris. » Là encore, elle nota qu'il ne s'inquiétait que du toit, pas de la relation brisée. Elle ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe qu'elle poussa vers lui. « Voici un chèque qui représente 30% du montant de la vente. Suffisant. Pour un premier versement sur un appartement décent. Le reste, je l'ai investi pour ma retraite et dans un fonds pour l'éducation de mes petits-enfants. Ils y auront accès à leur majorité. » Hugo fixa l'enveloppe, stupéfait. « Tu nous donnes quand même de l'argent, après tout ça ?»« Je ne le donne pas à Patricia, ni même à toi, précisa-t-elle. Je le donne à mes petits-enfants pour qu'ils aient un toit. Parce que contrairement à ce que vous semblez penser, je comprends ce qu'est la famille. Et un jour, j'espère que vous le comprendrez aussi. » Il prit l'enveloppe d'une main tremblante. Pour la première fois depuis des années, il regarda vraiment sa mère. Derrière le bureau imposant, dans son tailleur impeccable, ce n'était pas juste une femme âgée qu'il voyait, mais une femme d'affaires respectée, une survivante, une force à prendre en compte. « Et maintenant ?» conclut Nathalie en se levant, signifiant la fin de l'entretien. «
Si tu veux poursuivre cette conversation, ce sera en dehors de mes heures de bureau. Tu peux m'appeler pour prendre rendez-vous, comme tous mes autres rendez-vous personnels. » Quand la porte se referma derrière son fils, Nathalie sentit une vague d'émotions contradictoires la submerger. Doute, culpabilité, mais aussi, et c'était nouveau, une forme de respect pour elle-même qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Son téléphone vibra. Un message de Thomas, son contremaître. « Problème avec la commande Dior. Besoin de vous à l'atelier. » Elle se leva immédiatement, reconnaissante pour cette distraction bienvenue. Le travail avait toujours été son encre, la seule constante dans une vie marquée par trop de pertes. L'atelier était en effervescence quand elle arriva. Un lot entier de soie importée d'Italie présentait un défaut subtil, mais inacceptable, pour la maison de haute couture. Des millions d'euros étaient en jeu, et tous les yeux se tournèrent vers elle, attendant une solution. « Montrez-moi les échantillons alternatifs », demanda-t-elle calmement. Et pendant les 3 heures qui suivirent, elle oublia tout le reste, plongée dans ce qu'elle faisait de mieux, résoudre des problèmes, diriger, décider. Quand elle émergea finalement, une solution avait été trouvée, des appels passés et la crise évitée. Thomas lui sourit avec un respect évident. « Vous êtes extraordinaire dans ces moments-là, vous savez. Robert serait fier. » Ces mots touchèrent une corde sensible. Robert, son partenaire pendant 30 ans, celui qui croyait en elle quand personne d'autre ne le faisait. Était-il vraiment fier d'elle, de là où il était? Aurait-il approuvé sa décision concernant la maison? Le soir venu, seule dans son appartement, elle sortit une vieille photo de son mari. « J'ai fait ce que tu n'aurais jamais osé faire », murmura-t-elle au visage souriant. « Mais peut-être que tu l'aurais fait, toi aussi, si tu avais vu comment. » Les choses ont tourné. La nuit était déjà bien avancée quand son téléphone sonna. Surprise d'être dérangée à une heure aussi tardive, elle décrocha avec appréhension. « Grand-mère ?» La petite voix de Léa, sa petite fille de 8 ans, résonnait à l'autre bout du fil. « Pourquoi tu nous as pris notre maison, maman? Dis que c'est parce que tu ne nous aimes plus. » Le cœur de Nathalie se serra douloureusement. Elle ferma les yeux, cherchant les mots justes pour expliquer l'inexplicable à une enfant. « Léa, ma chérie, je vous aimerai toujours, toi, ton frère et ta sœur. Toujours. Ce qui s'est passé entre les adultes est compliqué, mais ça ne change rien à l'amour que j'ai pour vous. Alors pourquoi on ne peut plus habiter dans la jolie maison? Parfois, les grandes personnes doivent prendre des décisions difficiles, mais je te promets que vous aurez bientôt une nouvelle maison, tout aussi jolie, et tu pourras décorer ta chambre exactement comme tu le voudras. » Il y eut un silence, puis Léa reprit, sa voix soudain plus basse. « Maman ne sait pas que je t'appelle. Elle a dit qu'on ne devait plus te parler. » Cette révélation fut comme un coup au cœur. Patricia utilisait donc les enfants comme des pions dans cette guerre qu'elle avait déclarée. Nathalie sentit la colère monter en elle, mais se força à la contenir. « Tu peux m'appeler quand tu veux, ma chérie. Je serai toujours là pour toi. Toujours. »« Je dois y aller maintenant, » chuchota Léa. « Je t'aime, grand-mère. »« Je t'aime aussi, mon petit cœur. » Quand la communication fut coupée, Nathalie resta longuement immobile, le téléphone encore pressé contre son oreille, comme si elle pouvait retenir ce moment de connexion un peu plus longtemps. Puis, les larmes qu'elle avait retenues depuis Noël commencèrent enfin à couler, mais à travers ces larmes, quelque chose d'autre brillait aussi, une détermination nouvelle. Si Patricia voulait la guerre, elle l'aurait. Mais ce serait une guerre menée à la manière de Nathalie Robert, PDG de Tissage Robert, stratégique, patiente et finalement victorieuse. Demain, elle commencerait à planifier comment regagner l'accès à ses petits-enfants. Et personne, surtout pas une belle-fille rancunière, ne l'empêcherait de les voir grandir. Quand le réveil sonna à 6 heures le lendemain matin, Nathalie était déjà éveillée, l'esprit en ébullition. Elle avait passé une nuit agitée, mais en émergeait avec une clarté renouvelée. Sa première action fut d'appeler son avocat pour organiser un recours légal qui lui garantirait des droits de visite auprès de ses petits-enfants. La loi française reconnaissait aux grands-parents ce droit fondamental, et elle comptait bien le faire valoir. Le coup de téléphone de Léa avait ravivé quelque chose en elle. Pendant trop longtemps, elle s'était effacée pour maintenir une paix illusoire avec Patricia. À quoi avait servi ce sacrifice? À être progressivement écartée jusqu'à devenir une étrangère pour ses propres petits-enfants? Une douleur lancinante martelait à la suggestion que les enfants aient pu demander «
Où est grand-mère? Pendant des semaines, peut-être des mois avant Noël, et qu'on leur ait répondu qu'elle était trop occupée, ou pire, pas intéressée. Nathalie serra les poings. C'était inacceptable. Elle qui avait dirigé des équipes, négocié avec les plus grands noms de la mode, relevé une entreprise en difficulté après la mort de son mari, ne pouvait pas se laisser réduire au silence de cette façon. Reviendrait-elle sur sa décision de vendre la maison si elle le pouvait? La question la hanta alors qu'elle se préparait pour aller au bureau. Non, réalisa-t-elle. L'humiliation de Noël n'avait été que le point culminant d'années de petites blessures, d'invitations oubliées, de photos de famille où elle n'apparaissait pas, de décisions prises sans la consulter. La vente de la maison avait été un acte de survie émotionnelle. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait agi en fonction de ses propres besoins, refusant le rôle de pourvoyeuse silencieuse et invisible qu'on lui avait assigné. Au bureau, la journée passa dans un tourbillon de réunions et de décisions. C'était la période des nouvelles collections, et les grandes maisons de couture attendaient leurs échantillons avec impatience. Nathalie navigua d'un problème à l'autre avec l'efficacité qui la caractérisait, mais une partie de son esprit restait fixée sur la situation familiale. Pendant la pause déjeuner, alors qu'elle était seule dans son bureau, elle sortit une feuille de papier et commença à écrire. Une lettre pour chacun de ses petits-enfants. Léa, 8 ans, Jules, 6 ans, et la petite Emma, à peine 4. 15. Des lettres simples, affectueuses, où elle expliquait à leur niveau que même si elle ne vivait pas avec eux et que les choses étaient compliquées entre les adultes, son amour pour eux était inconditionnel et éternel. Elle hésita avant de les cacheter. Patricia intercepterait-elle ce courrier? Probablement. Mais cela valait tout de même la peine d'essayer, et cela laissait une trace, une preuve de sa volonté de maintenir le lien. Le soir venu, elle passa déposer les lettres à la poste, puis décida de marcher un peu. Paris en janvier était froide mais belle, avec ses lumières qui scintillaient dans la brume légère. Sans vraiment y penser, ses pas la menèrent vers son ancienne maison familiale, celle qu'elle avait partagée avec Robert et Hugo avant que la vie les sépare. La maison était maintenant occupée par une autre famille, mais Nathalie s'arrêta tout de même devant, contemplant la façade familière. Tant de souvenirs y étaient attachés, les premiers pas d'Hugo, les dîners de famille, les soirées à refaire le monde avec Robert. C'était là qu'elle avait appris la mort de son mari, terrassée par une crise cardiaque en pleine réunion. C'était là aussi qu'elle avait pleuré pendant des mois, avant de trouver la force de continuer, pour Hugo et pour l'entreprise. « Excusez-moi, je peux vous aider ?» La voix la tira de ses pensées. Un homme d'une quarantaine d'années la regardait avec curiosité depuis le portail entrouvert. « Pardonnez-moi, » dit Nathalie en reculant légèrement. « J'admirais simplement la maison, j'y ai vécu il y a longtemps. » Au lieu de la suspicion qu'elle anticipait, le visage de l'homme s'éclaira. « Vraiment? Quelle coïncidence! Nous venons d'emménager il y a quelques mois. Ma femme adorerait vous rencontrer. Elle se pose tant de questions sur l'histoire de cette maison. » Prise au dépourvu par cette gentillesse inattendue, Nathalie hésita. « Je ne voudrais pas déranger. »« Pas du tout. Venez prendre un café, s'il vous plaît. Je m'appelle Vincent, au fait, Vincent Moreau. » C'est ainsi que Nathalie se retrouva assise dans son ancienne cuisine, transformée mais étrangement familière, à partager des souvenirs avec Vincent et Sophie Moreau, un couple chaleureux d'enseignants. Leur fils de 10 ans, Théo, écoutait avec fascination les histoires de comment c'était avant. « Alors c'est vous qui avez planté le magnolia dans le jardin ?» demanda Sophie avec enthousiasme. « Il est magnifique quand il fleurit au printemps. C'était pour les 20 ans ?»« C'est de notre mariage », confirma Nathalie, surprise de pouvoir évoquer ses souvenirs sans douleur. Robert adorait ces fleurs. La soirée passa comme un souffle, et quand vint le moment de partir, Nathalie se sentait étrangement légère. En la raccompagnant à la porte, Vincent sembla hésiter. « Écoutez, nous organisons un petit dîner, samedi prochain. Rien de formel, juste quelques amis. Si vous n'avez rien de prévu, nous serions ravis que vous vous joigniez à nous. » Nathalie fut touchée par cette invitation spontanée. Quand avait-elle reçu une invitation à dîner? Pour la dernière fois, non pas comme la grand-mère qu'on doit inviter, mais comme Nathalie, une personne qu'on appréciait pour elle-même. « J'en serais enchantée, » répondit-elle avec sincérité. Sur le chemin du retour vers son appartement,
Elle réalisa que c'était la première soirée depuis longtemps où elle n'avait pas pensé à l'entreprise, à Hugo ou à Patricia. Elle s'était simplement sentie vivante, présente, comme si une porte s'ouvrait sur une vie qu'elle n'avait jamais envisagée. À la fin, même les pires trahisons peuvent parfois conduire à des rencontres inattendues. Et peut-être que c'était ça la véritable famille. Non pas celle qu'on nous impose par le sang ou les alliances, mais celle qu'on choisit, qui nous accueille tels que nous sommes. Cette nuit-là, Nathalie dormit d'un sommeil plus paisible qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. Et pour la première fois depuis le désastre de Noël, elle se sentit prête à envisager l'avenir. Que pourrait-il advenir de pire maintenant, alors que le pire était déjà arrivé? L'avenir soudain semblait beaucoup moins effrayant, voire même prometteur. Puis, elle fut tirée en sursaut de son sommeil par la sonnerie stridente du téléphone. 3 heures du matin. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Ses appels nocturnes n'annonçaient jamais rien de bon. « Allô ?» répondit-elle, la voix tremblante. « Madame Robert ? Ici, l'hôpital Saint-Antoine. Nous avons votre fils Hugo Robert aux urgences. Vous êtes sa personne à contacter en cas d'urgence. » Le temps s'arrêta. Tous les ressentiments, toutes les tensions des dernières semaines s'évaporèrent instantanément, remplacés par une terreur primale. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il va bien? Il a eu un accident de voiture. Son état est stable, mais il a demandé à vous voir. Que se passe-t-il quand celui qui vous a rejeté a soudainement besoin de vous? Quand? Nathalie franchit les portes des urgences. 20 minutes plus tard, cette question tourbillonnait dans son esprit. La colère et l'inquiétude se disputaient la première place dans son cœur. Mais en voyant Hugo allongé sur ce lit d'hôpital, le visage tuméfié et le bras dans le plâtre, la mère en elle prit immédiatement le dessus. « Hugo !» Elle se précipita à son chevet, saisissant sa main libre. « Mon Dieu, que s'est-il passé ?» Son fils la regarda avec des yeux embués de larmes et de médicaments contre la douleur. « J'ai perdu le contrôle sur le périphérique. La voiture a fait un tonneau. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Nathalie lissa doucement ses cheveux, un geste qu'elle n'avait pas fait depuis qu'il était enfant. « L'important, c'est que tu sois vivant. »« Où est Patricia? Les enfants vont bien. »« Ils n'étaient pas avec moi, » murmura-t-il. « Patricia, elle est chez sa sœur avec les enfants. On s'est disputé ce soir, violemment. » Une infirmière s'approcha. « Madame, votre fils a subi un traumatisme crânien léger, mais nous souhaitons le garder en observation cette nuit. Vous pouvez rester si vous le souhaitez. » Nathalie acquiesça puis reporta son attention sur Hugo. Que s'est-il passé avec Patricia? Il détourna le regard, visiblement embarrassé. Elle me reproche la perte de la maison. Elle dit que j'aurais dû te tenir tête, que j'aurais dû contester la vente. Elle parle de divorce, maman. Le mot tomba lourdement entre eux. Divorce. Hugo et Patricia avaient toujours semblé former un couple solide, malgré leurs défauts, ou peut-être que Nathalie avait simplement voulu le croire pour se rassurer sur le bonheur de son fils. « Je suis désolée, » dit-elle sincèrement. Malgré ses griefs contre Patricia, elle ne souhaitait pas voir la famille de son fils se désintégrer. « Je l'ai laissé prendre toutes les décisions, maman, » continua Hugo, la voix brisée. « Je savais que c'était mal de te traiter comme ça à Noël, mais je n'ai rien dit. Comme toujours. » « Pourquoi, Hugo ?» La question qu'elle retenait depuis des semaines s'échappa enfin. « Pourquoi m'as-tu laissé être humilié comme ça ?» Il ferma les yeux, une larme s'échappant au coin de sa paupière. « Parce que c'était plus facile. Parce que je savais que tu m'aimerais quand même. Parce que j'ai toujours su que je pouvais te faire du mal sans te perdre. » Sa candeur désarmante la laissa sans voix. Il y avait dans cet aveu une vérité douloureuse qu'elle n'avait jamais voulu admettre. Son amour inconditionnel avait aussi été sa faiblesse. En acceptant tout sans jamais poser de limites, elle avait involontairement encouragé ce comportement. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Maintenant, j'ai tout perdu. Ma maison, probablement ma femme, peut-être même mes enfants si Patricia obtient la garde exclusive. Et je l'ai mérité. » Nathalie secoua la tête. « Non, tu as fait des erreurs, oui, mais tu mérites une chance de réparer ce qui peut l'être. » À quoi servait-il d'être riche et puissante dans son entreprise si elle ne pouvait utiliser cette force pour protéger ceux qu'elle aimait? En regardant son fils vulnérable dans ce lit d'hôpital, Nathalie sentit une résolution nouvelle se former en elle. « Écoute-moi, Hugo, » dit-elle en serrant sa main. « Voici ce que nous allons faire. Je vais appeler Patricia, lui dire que tu es à l'hôpital,
Quelles que soient vos disputes, elle doit être informée. Ensuite, quand tu sortiras, tu viendras chez moi le temps de récupérer et de mettre de l'ordre dans tes idées. Tu ferais ça, après tout ce qui s'est passé? Je suis ta mère. Ça ne change jamais, quoi qu'il arrive. Elle resta à son chevet toute la nuit, comme elle l'avait fait tant de fois quand il était enfant et malade. Quand le soleil se leva, elle appela Patricia qui arriva 1 heure plus tard, les traits tirés et l'attitude défensive. « Il va bien ?» fut sa première question, adressée au médecin plutôt qu'à Nathalie. « Il est hors de danger. Quelques contusions, un bras cassé et une légère commotion. Il pourra sortir demain, » répondit Nathalie calmement. Les deux femmes se tenaient côte à côte dans le couloir, un gouffre invisible les séparant. C'était le moment parfait pour triompher, pour dire « Regarde ce que tu as provoqué ». Mais Nathalie réalisa soudain que cette victoire ne lui apporterait rien. « Patricia », dit-elle doucement, « je sais que tu me détestes en ce moment, mais nous avons 3 petits-enfants qui ont besoin de stabilité. Quoi qu'il se passe entre Hugo et toi, pouvons-nous au moins essayer de ne pas les utiliser comme des armes ?» Patricia la fixa longuement, ses yeux reflétant un mélange de colère et d'épuisement. « Tu as vendu notre maison. Tu sais ce que ça signifie pour une famille de perdre son toit? »« Oui, je sais, » répondit Nathalie sans détour, « et je réalise que ma réaction a été excessive. Mais sais-tu ce que ça signifie pour une mère d'être rejetée par son fils à Noël, d'entendre qu'elle ne fait pas partie de la vraie famille ?» Pour la première fois, quelque chose sembla fissurer le masque hostile de Patricia. « Je n'aurais jamais dû dire ça, » admit-elle à voix basse. « J'étais stressée, j'avais trop bu. Je voulais juste une soirée parfaite pour impressionner. Mes amis, et moi je n'aurais pas dû réagir aussi drastiquement, » concéda Nathalie. « Mais ce qui est fait est fait. Maintenant nous devons penser à l'avenir, aux enfants. » Patricia hocha la tête, vaincue. « Léa demande sans cesse après toi. Elle a pleuré pendant des jours quand nous avons dû quitter la maison. » Ces mots touchèrent le cœur de Nathalie. « Laisse-moi les voir, régulièrement. C'est tout ce que je demande. »« D'accord, » murmura Patricia. « Mais je ne te promets rien pour mon mariage avec Hugo. Ce n'était pas seulement la maison, il y a d'autres problèmes. Ce n'est pas à moi de juger votre relation, seulement à vous deux de décider ce qui est mieux. » Quand elles rentrèrent dans la chambre ensemble, Hugo sembla surpris de les voir coexister sans s'entretuer. Ce n'était pas la paix, pas encore, mais c'était un début. Au moment opportun pour maintenir la tension et la curiosité du spectateur, Nathalie aperçut une silhouette familière dans le couloir de l'hôpital. C'était Thomas, son contremaître de tissage Robert, l'air inquiet, un bouquet de fleurs, à la main. Que faisait-il là? Et pourquoi son cœur accélérait-il inexplicablement à sa vue? La semaine qui suivit fut un tourbillon d'activités pour Nathalie. Hugo s'installa temporairement dans sa chambre d'amis, encore faible mais en voie de guérison. Patricia venait déposer les enfants les mercredis après-midi et un week-end sur 2, un arrangement temporaire mais qui permettait à Nathalie de renouer avec ses petits-enfants. Le petit appartement de Nathalie, autrefois si calme, résonnait maintenant de rires d'enfants et de conversations animées. Léa était la plus expressive dans sa joie de retrouver sa grand-mère. Jules restait un peu plus réservé, tandis que la petite Emma ne semblait pas comprendre tous les bouleversements récents. « Grand-mère, tu vas nous racheter notre maison ?» demanda Léa un jour, alors qu'elles préparèrent des cookies ensemble. Nathalie hésita, cherchant les mots justes. « Non, ma chérie, cette maison appartient à d'autres personnes maintenant, une gentille famille. Mais parfois, perdre quelque chose nous permet de trouver autre chose, quelque chose qu'on ne cherchait même pas. Comme quoi? Comme du temps ensemble. Avant, je vous voyais peu. Maintenant, nous avons des jours entiers pour faire des cookies, lire des histoires, dessiner. » La petite fille sembla réfléchir sérieusement à cette réponse. « Alors, c'est mieux maintenant ?»« Différent, » corrigea doucement Nathalie. « Ni mieux ni pire, juste différent, et c'est à nous de rendre ce différent aussi beau que possible. » Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Nathalie trouva Hugo assis sur le balcon, contemplant les lumières de Paris. Sa présence constante chez elle depuis l'accident avait créé une étrange intimité entre eux, comme s'ils réapprenaient à se connaître. « Les enfants sont endormis », annonça-t-elle en s'asseyant près de lui. Il hocha la tête distraitement. « Patricia m'a appelé. Elle veut qu'on essaie une thérapie de couple. Et qu'en penses-tu? Je ne sais pas si notre mariage peut être sauvé. Mais pour les enfants, je suis prêt à essayer. » Il se tourna vers elle. «
Maman, je suis désolé pour tout. Pour Noël, pour avoir laissé Patricia te traiter comme ça pendant des années. Pour avoir pris ton soutien pour acquis. Chut, l'interrompit-elle en posant une main sur son bras. Tu n'es plus un enfant qui doit être réprimandé. Tu es un homme qui fait face aux conséquences de ses choix. Et tu apprends. C'est tout, ce qu'un parent peut demander. Ils restèrent ainsi en silence, regardant la ville scintiller sous eux. Tant de non-dits flottaient encore entre eux, tant de blessures à penser. Mais pour la première fois depuis longtemps, Nathalie sentait qu'ils avançaient dans la bonne direction. Le lendemain matin, elle fut surprise de trouver Thomas qui l'attendait devant son immeuble avec 2 cafés à emporter. « Je me suis dit que vous pourriez avoir besoin d'un remontant avant d'affronter la journée », expliqua-t-il avec un sourire chaleureux. Depuis l'accident d'Hugo, Thomas s'était montré exceptionnellement attentionné, prenant sur lui certaines de ses responsabilités à l'entreprise, lui apportant régulièrement des nouvelles de l'atelier, et maintenant, ceci. « Merci, c'est très gentil », dit-elle en acceptant le café. « Mais comment saviez-vous où j'habite ?» Il parut soudain embarrassé. « C'est dans votre dossier personnel, au bureau. J'espère que ce n'est pas déplacé. »« Non, c'est agréable. » Et à sa propre surprise, elle le pensait vraiment. À 58 ans, après 12 ans de veuvage, elle n'avait jamais envisagé qu'un homme puisse à nouveau s'intéresser à elle de cette façon. Et surtout, qu'elle puisse apprécier cette attention. Ils marchèrent ensemble vers le métro, parlant de tout et de rien, et pour la première fois depuis des semaines, Nathalie se sentit légère, presque insouciante. Thomas avait 10 ans de moins qu'elle, mais dans sa façon de la regarder, il n'y avait ni pitié ni condescendance, juste une admiration sincère qui réchauffait quelque chose de longtemps éteint en elle. À mi-chemin, son téléphone sonna. C'était Vincent Moreau, le nouveau propriétaire de son ancienne maison familiale. « Nathalie, je suis désolé de vous déranger, mais nous avons trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser en rénovant. La cave. Une vieille malle avec des photos et des documents. Je pense qu'ils appartenaient à votre famille. » Son cœur fit un bond. Cette malle, elle l'avait complètement oubliée. Robert y conservait tous leurs souvenirs d'avant Hugo, leurs lettres d'amour, leurs photos de voyage, des reliques d'une vie antérieure que la routine et les responsabilités avaient progressivement étouffées. « Je passerai la récupérer ce soir si cela vous convient, » répondit-elle, la voix légèrement tremblante. En raccrochant, elle remarqua le regard interrogateur de Thomas. « Une partie de mon passé qui refait surface, » expliqua-t-elle simplement. « Voulez-vous que je vous accompagne ?» offrit-il. « Parfois, affronter le passé est plus facile à 2. » Sa proposition la toucha profondément. Depuis combien de temps? N'avait-elle pas eu quelqu'un qui s'inquiétait ainsi pour elle, qui offrait son soutien sans rien attendre en retour? « J'aimerais beaucoup, » admit-elle doucement. Ce soir-là, ils se retrouvèrent devant l'ancienne maison familiale. Vincent les accueillit chaleureusement et les conduisit à la cave où la vieille malle en cuir attendait, couverte de poussière mais intacte. « Nous n'avons pas osé l'ouvrir, » expliqua-t-il. Ça semblait trop personnel. « Merci pour votre délicatesse, » répondit Nathalie, profondément reconnaissante. Avec l'aide de Thomas, elle transporta la malle jusqu'à son appartement. Hugo était sorti dîner avec Patricia pour leur première session de réconciliation et l'appartement était étrangement silencieux après le chaos joyeux des derniers jours avec les enfants. « Voulez-vous l'ouvrir maintenant ?» demanda Thomas après qu'ils eurent déposé la malle au milieu du salon. Nathalie hésita, partagée entre l'appréhension et la curiosité. Ses souvenirs appartenaient à une autre vie, une vie où elle était jeune, amoureuse, pleine de rêves. Les confronter maintenant, après tout ce qu'elle avait traversé, semblait à la fois tentant et effrayant. « Oui, » décida-t-elle finalement. « Mais d'abord, je crois que nous avons besoin d'un verre. » Elle sortit une bouteille de vin qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Était-ce une occasion spéciale? Peut-être. Ou peut-être créait-elle simplement l'occasion qu'elle méritait depuis longtemps. Thomas s'installa confortablement sur le canapé, tandis qu'elle s'agenouillait devant la malle. Les vieilles serrures cédèrent après quelques efforts, et le couvercle s'ouvrit dans un grincement nostalgique, libérant une odeur de papier ancien et de souvenirs préservés. Au sommet de la pile se trouvait un album photo qu'elle ne reconnut, pas immédiatement. Elle l'ouvrit délicatement et son souffle se coupa. C'étaient les photos de leur voyage en Grèce, l'été avant la naissance d'Hugo. Elle et Robert, jeunes, bronzés, radieux, devant le Parthénon,
sur une plage de Mykonos, dans une taverne de Santorin. « C'est vous » demanda doucement Thomas en se penchant pour mieux voir. « Oui, il y a une éternité, » murmura-t-elle, caressant le visage souriant de son moi plus jeune. « Vous n'avez pas tellement changé, » remarqua-t-il. « Même sourire, même yeux pétillants. » Elle leva les yeux vers lui, touchée par sa gentillesse. Avait-elle encore ce pétillement? Peut-être l'avait-elle simplement oublié, ensevelie sous les couches de responsabilité et de chagrin. Plus profondément dans la malle, elle trouva des lettres attachées par un ruban fané. Les lettres que Robert lui avait écrites pendant leur fiançailles, quand il travaillait à l'étranger pour lancer la première expansion internationale de tissage Robert. « Il vous aimait beaucoup », observa Thomas en voyant la quantité de lettres. « Oui », confirma Nathalie, un sourire mélancolique aux lèvres. « Nous nous sommes aimés intensément, puis nous nous sommes aimés confortablement, puis nous nous sommes aimés par habitude, mais nous n'avons jamais cessé de nous aimer. »« C'est beau, » dit-il simplement. « Peu de gens connaissent un tel amour dans leur vie. » Elle le regarda intriguée par sa perception. « Et vous, avez-vous connu un tel amour ?» Il secoua la tête. « Non, j'ai eu des relations, certaines sérieuses, mais jamais ce genre de connexion profonde dont parlent les poètes. »« Les poètes exagèrent, » plaisanta-t-elle doucement. « La vraie connexion se construit jour après jour à travers les petits moments partagés. Elle n'apparaît pas magiquement comme un coup de foudre. Est-ce votre expérience qui parle? Oui, Robert n'était pas mon premier amour, vous savez. Il n'était même pas le plus passionné de mes prétendants. Mais c'était le plus constant, le plus authentique. Nous avons grandi ensemble, en tant que personne et en tant que couple. La conversation dériva naturellement, tandis qu'ils exploraient ensemble le contenu de la malle, des tickets de cinéma jaunis, des cartes postales, de vieilles factures, de restaurants où ils avaient célébré des anniversaires. La vie simple mais riche d'un couple ordinaire qui s'était aimé malgré les obstacles. « J'ai l'impression de faire connaissance avec une nouvelle Nathalie ce soir, » confessa Thomas, après quelques verres de vin. « Pas seulement la PDG imperturbable que tout le monde admire à l'atelier, mais une femme avec une histoire, des rêves, des regrets. Cette Nathalie-là existe toujours, admit-elle. Elle était juste en hibernation depuis un moment. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange de redécouvrir une partie de vous-même que vous pensiez perdue? Ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu une telle renaissance émotionnelle après une période difficile? Partagez votre expérience dans les commentaires. La soirée s'éternisa, les bouteilles de vin se vidèrent, et bientôt, Thomas et Nathalie se retrouvèrent assis côte à côte sur le tapis, entourés de souvenirs éparpillés, partageant des histoires de leur vie avec une aisance qui semblait défier le temps et les conventions. « Il se fait tard, » remarqua finalement Thomas en regardant sa montre avec regret. « Je devrais probablement rentrer. » Nathalie acquiesça bien que quelque chose en elle souhaitait prolonger ce moment. Cette soirée avait été comme une bulle hors du temps, un répit bienvenu dans la tempête émotionnelle des dernières semaines. « Merci d'avoir partagé ces souvenirs avec moi, » dit-il en se levant. « C'était un privilège. » Elle le raccompagna jusqu'à la porte, soudain consciente de la proximité de leur corps dans l'étroit couloir de l'entrée. À 58 ans, elle se sentait ridiculement comme une adolescente, incertaine du protocole, des attentes, de ses propres désirs. « Bonne nuit, Thomas », dit-elle finalement, optant pour la sécurité d'une simple salutation. « Bonne nuit, Nathalie ». Il hésita un instant, puis se pencha pour déposer un léger baiser sur sa joue, un geste chaste, amical, mais qui laissa une empreinte brûlante sur sa peau. Quand la porte se referma derrière lui, Nathalie resta immobile un long moment, la main posée là où ses lèvres l'avaient touchée. Elle n'avait pas prévu ça. Aucun de ces bouleversements récents n'était prévu. La rupture avec Hugo et Patricia, la vente de la maison, ce rapprochement inattendu avec Thomas, sa vie, autrefois si ordonnée, si prévisible, semblait maintenant suivre un scénario qu'elle n'avait pas écrit. Et pourtant, étrangement, elle ne se sentait pas anxieuse. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante, comme si chaque cellule de son corps s'était soudain réveillée d'un long sommeil. Le lendemain était un samedi, et les enfants devaient passer la journée avec elle. Elle se réveilla tôt, l'esprit étrangement clair malgré le vin de la veille.
Les souvenirs exhumés de la malle dansaient encore dans ses pensées, mais ils semblaient maintenant moins comme des fantômes mélancoliques et plus comme des amis, bienveillants, des témoins silencieux de sa capacité à aimer et à être aimé. La sonnette retentit à 9 heures précises. Patricia était toujours ponctuelle, au moins pour ça. Nathalie ouvrit la porte, prête à accueillir la tornade d'énergie que représentaient ses 3 petits-enfants. Mais au lieu des visages excités des enfants, elle trouva Patricia seule, l'air grave. « Où sont les enfants ?» demanda immédiatement Nathalie, un serrement d'inquiétude lui nouant l'estomac. « Chez ma mère », répondit Patricia en entrant sans y être invitée. « Nous devons parler, Nathalie. » L'utilisation de son prénom plutôt que le « belle-maman » habituel, toujours prononcé avec une légère condescendance, était déjà un signe que quelque chose avait changé. « Je t'écoute », dit Nathalie en la guidant vers le salon, où les traces de la soirée précédente étaient encore visibles. La malle ouverte, les photos éparpillées, les 2 verres de vin abandonnés. Patricia examina la scène avec curiosité, mais ne fit aucun commentaire. Elle s'assit au bord du canapé, le dos raide, les mains serrées sur ses genoux. « Hugo m'a tout dit hier soir », commença-t-elle sans préambule. « Tout dit à propos de quoi ?» demanda prudemment Nathalie. « À propos de sa lâcheté, de comment il t'a laissé être humilié à Noël pour me faire plaisir, de comment il a toujours choisi la facilité plutôt que de nous confronter, toi ou moi. » Nathalie ne s'attendait pas à cette conversation. Elle avait anticipé des reproches, des accusations, peut-être même une tentative de limiter son accès aux enfants. Pas ça. « Nous avons parlé toute la nuit, » continua Patricia. « Vraiment parlé, pour la première fois depuis des années. Et j'ai réalisé que j'ai été injuste envers toi. » Ces mots semblaient lui coûter, comme si chacun était arraché contre sa volonté. Mais ils étaient sincères, Nathalie pouvait le sentir. « J'étais jalouse, » admit Patricia, les yeux baissés. « Jalouse de ta relation avec les enfants, de ton succès professionnel, de comment Hugo te regardait avec admiration, même quand il n'osait pas te défendre. Et j'ai transformé cette jalousie en ressentiment, puis en cruauté. » Nathalie resta silencieuse, donnant à sa belle-fille l'espace dont elle avait besoin pour continuer. « Quand tu as vendu la maison, j'étais furieuse. Je voulais te faire payer. Mais hier soir, Hugo m'a raconté comment tu l'as accueilli après l'accident, comment tu as été là pour lui malgré tout. » Sa voix se brisa légèrement. « Je n'aurais pas pu faire ça, je ne suis pas comme ça. » Patricia, intervint doucement Nathalie. « Nous sommes toutes les deux des femmes fortes, à notre façon. Et parfois, les personnes fortes ont du mal à partager leur territoire. » Patricia leva finalement les yeux, et Nathalie fut surprise d'y voir des larmes. « Hugo et moi allons essayer de sauver notre mariage, pour les enfants et aussi pour nous, mais je voulais que tu saches que je suis désolé, et que tu seras toujours la bienvenue chez nous, où que nous vivions. » Ces mots simples, prononcés, sans fioriture mais avec une sincérité palpable, touchèrent Nathalie plus profondément que n'importe quel long discours aurait pu le faire. Elle n'effaçait pas les années de tension, les petites cruautés, l'humiliation de Noël. Mais ils offraient quelque chose de précieux, un nouveau départ. « Merci », dit-elle simplement, « ça signifie beaucoup pour moi. » Patricia hocha la tête puis remarqua les photos éparpillées. « Ce sont toi et Robert ?»« Oui », confirma Nathalie, « des souvenirs que j'avais presque oubliés. Ils te ressemblaient. » observa Patricia en examinant une photo où Robert souriait à l'objectif, les bras croisés avec confiance. « Hugo, je veux dire, il a tes yeux, mais le sourire et la posture de son père. » C'était la première fois que Patricia reconnaissait cette filiation, cette continuité entre les générations que Nathalie avait toujours chérie. Ce petit commentaire, apparemment anodin, était peut-être le plus grand pas vers la réconciliation. « Les enfants sont impatients de te voir, » reprit Patricia en se levant. « Je leur ai dit que nous passerions te chercher pour aller au parc tous ensemble. Si ça te convient. »« J'en serais ravie, » répondit Nathalie, sincèrement touchée, par cette invitation qui symbolisait bien plus qu'une simple sortie familiale. Alors que Patricia se dirigeait vers la porte, elle s'arrêta soudain et se retourna. « Au fait, qui était avec toi hier soir ?» demanda-t-elle avec un petit sourire complice, désignant les 2 verres de vin. Pour la première fois depuis qu'elle connaissait Patricia, Nathalie vit dans cette question non pas un jugement ou une intrusion, mais une tentative maladroite de connexion féminine, presque amicale. « Un ami », répondit-elle simplement. « Un nouvel ami. » Patricia sourit, un vrai sourire cette fois,
Je suis heureuse pour toi, Nathalie, vraiment. » Quand la porte se referma, Nathalie resta immobile un moment, assimilant tout ce qui venait de se passer. La vie ne cessait de la surprendre ces derniers temps. Après des années de stagnation émotionnelle, tout semblait soudain se mettre en mouvement, comme un ruisseau gelé au printemps. Elle se dirigea vers la malle pour ranger les souvenirs éparpillés. En soulevant un vieil album, une enveloppe jaunie tomba sur le sol. Son nom y était inscrit de l'écriture soignée de Robert. Curieuse, elle l'ouvrit et en sortit une lettre datée de quelques semaines avant sa mort. « Ma chère Nathalie, commençait-elle, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour te le dire en personne. Il y a des choses que nous remettons, toujours à plus tard, pensant que nous avons tout le temps du monde. » Les larmes aux yeux, Nathalie s'assit pour lire cette dernière lettre de son mari, ces mots qu'il avait écrits pressentant peut-être sa fin prochaine. C'était une lettre d'amour, simple et directe, mais aussi une lettre d'encouragement. « Ne vis pas dans le passé, mon amour, » écrivait-il. « Tu as tant à offrir, tant à vivre encore. Promise-moi de ne pas laisser notre histoire t'empêcher d'en écrire de nouvelles. Promise-moi de rester ouverte au bonheur, quelle que soit sa forme. » Ces mots résonnèrent en elle comme une bénédiction posthume, un permis d'avancer qu'elle ne savait pas avoir attendu pendant toutes ces années. Quand elle rejoignit Patricia, Hugo et les enfants pour leur sortie au parc ce jour-là, Nathalie se sentait différente, plus légère, plus présente, comme si elle avait enfin reçu la permission de tourner une page sans pour autant oublier ce qui y était écrit. « Grand-mère, regarde-moi » cria Léa en tournoyant sur le manège. Jules construisait un château de sable complexe dans le bac à sable, tandis que la petite Emma, perchée sur les épaules d'Hugo, riait aux éclats. Patricia s'approcha et s'assit sur le banc à côté d'elle. « Il t'adore, tu sais, » dit-elle, doucement. « Pendant toutes ces semaines où nous t'avons tenu à l'écart, ils n'ont pas cessé de demander après toi. »« Les enfants ont souvent plus de sagesse que nous, » répondit Nathalie. « Ils savent ce qui compte vraiment. » Elles regardèrent ensemble la scène devant elles, Hugo jouant avec les enfants, semblant plus jeune et plus insouciant qu'il ne l'avait été depuis des années. Était-ce l'accident qui avait provoqué ce changement en lui, ou peut-être la perspective de perdre sa famille? Quelle qu'en soit la raison, le changement était palpable. Le téléphone de Nathalie vibra dans sa poche, un message de Thomas. « Pensez-vous toujours à ce dîner demain soir ?» Elle sourit en répondant « Simplement, avec plaisir. » La vie continuait différemment, mais peut-être mieux qu'avant. Les blessures de Noël n'étaient pas complètement guéries. De telles blessures ne disparaissent jamais entièrement, mais elles commençaient à se transformer en cicatrices, en marques d'expérience, plutôt qu'en douleurs vives. Et, parfois, c'est tout ce qu'on peut demander. Non pas un effacement du passé, mais une intégration dans un présent plus riche, plus nuancé, où même les moments les plus sombres contribuent à la tapisserie complexe de nos vies. Qu'arrivera-t-il à Nathalie et Thomas? Leur amitié naissante évoluera-t-elle vers quelque chose de plus profond? Et Hugo et Patricia réussiront-ils à reconstruire leur mariage sur des bases plus solides, plus authentiques? L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, Nathalie l'envisageait avec curiosité, plutôt qu'avec appréhension. Le chemin qui s'ouvrait devant elle n'était pas celui qu'elle avait prévu. Mais peut-être était-ce justement ce dont elle avait besoin. Non pas une vie soigneusement planifiée, mais une aventure imprévue, avec ses hauts et ses bas, ses surprises et ses défis. Une vie pleinement vécue, dans toute sa glorieuse imperfection. 3 mois plus tard, Nathalie se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant nerveusement sa tenue. Une robe bleu marine, élégante sans être trop formelle, parfaite pour un dîner au restaurant. Sa relation avec Thomas avait évolué lentement, prudemment, chacun respectant les cicatrices et les hésitations de l'autre. Ce soir marquait leur premier vrai rendez-vous, officiellement en tant que couple plutôt que simplement collègues ou amis. « Tu es magnifique », dit Hugo depuis la porte, où il se tenait avec un petit sourire approbateur. Leur relation s'était transformée. Ces derniers mois, Hugo et Patricia avaient trouvé un nouvel appartement, plus petit mais chaleureux, et semblaient travailler sincèrement à reconstruire leur mariage. Hugo venait régulièrement voir sa mère, parfois avec les enfants, parfois seul, pour de longues conversations où il rattrapait des années de non-dits. « Tu crois ?» demanda Nathalie, soudain incertaine. « Ce n'est pas trop pour une femme de mon âge ?» Hugo secoua la tête, amusé. « Maman, quand comprendras-tu que l'âge n'est qu'un chiffre? Tu es belle, intelligente
et Thomas a énormément de chance. Merci, dit-elle, touchée par ce compliment sincère de son fils. C'était une nouvelle dynamique entre eux, cette honnêteté, ce respect mutuel qu'ils redécouvraient jour après jour. La sonnette retentit, faisant sursauter Nathalie comme une adolescente à son premier rendez-vous. « Je vais ouvrir », proposa Hugo avec un clin d'œil. Elle entendit les voix des hommes dans l'entrée, puis leur rire. « Un bon signe », pensa-t-elle. Quelques minutes plus tard, après de brèves présentations et un « amusez-vous bien » taquin d'Hugo, Thomas et elle se retrouvèrent seuls dans sa voiture. « Vous êtes absolument ravissante », dit Thomas à son regard chaleureux, faisant naître une agréable chaleur en elle. « Merci », répondit-elle simplement, acceptant le compliment sans le minimiser, comme elle l'aurait fait autrefois. Le restaurant qu'il avait choisi était parfait, élégant sans être intimidant, animé sans être bruyant. Ils s'installèrent à une table discrète près d'une fenêtre qui offrait une vue sur la Seine illuminée. « Je dois avouer quelque chose, » dit Thomas après qu'ils eurent commandé. « Je voulais vous inviter à dîner depuis au moins 2 ans. » Nathalie manqua de s'étouffer avec son eau. « 2 ans? Mais pourquoi n'avoir rien dit ?» Il sourit, un peu embarrassé. « Vous étiez ma patronne inatteignable, toujours si professionnelle. Et puis, il y avait le fantôme de Robert. Tout le monde à l'atelier parle encore de lui avec tant d'admiration. Comment rivaliser avec une légende ?» Elle fut touchée par cette confession inattendue. « Robert n'était pas une légende, » dit-elle doucement. « Il était un homme, avec ses qualités et ses défauts. Nous avons eu une belle vie ensemble, mais cette vie est terminée. Ce qui vient maintenant est autre chose, quelque chose de nouveau. » La soirée passa comme dans un rêve. Ils parlèrent de tout, de leur enfance, de leurs espoirs déçus, de leurs petites victoires quotidiennes. Thomas lui raconta sa passion pour la photographie, un hobby qu'il n'avait jamais mentionné au travail. Nathalie évoqua son désir secret d'apprendre l'italien, un projet toujours remis à plus tard. Ils découvrirent des points communs inattendus. Un amour partagé pour les films des années 60, une aversion commune pour les foules, une préférence pour les matins calmes plutôt que les soirées animées. De petites choses qui n'avaient pas d'importance, mais qui tissaient entre eux une complicité délicieuse. Au moment du dessert, Thomas posa sa main sur la sienne, un geste simple mais significatif. « Je ne veux pas aller trop vite, » dit-il sérieusement. « Je sais que vous sortez à peine d'une période difficile avec votre famille. Je sais aussi que votre cœur porte encore la trace de Robert. Je ne prétends pas remplacer qui que ce soit. Je veux juste avoir une chance d'écrire une histoire avec vous, si vous le souhaitez. » Nathalie regarda leurs mains jointes sur la table. À cet instant précis, elle se sentait parfaitement en paix, comme si toutes les pièces de sa vie se mettaient enfin en place. Non pas comme avant, mais d'une nouvelle façon inattendue et pourtant juste. « J'aimerais ça, » murmura-t-elle. « J'aimerais beaucoup ça. » Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère de possibilités nouvelles, d'horizons ouverts. Quand il la raccompagna chez elle, leur baiser d'au revoir sur le pas de la porte fut à la fois tendre et prometteur, le parfait équilibre entre respect et désir. À l'intérieur, Nathalie trouva un message de Patricia sur son répondeur. « Les enfants veulent savoir si tu es libre demain pour une journée au zoo. Rappelle-nous. » En se préparant pour la nuit, Nathalie ne put s'empêcher de sourire. Qui aurait cru, en ce terrible soir de Noël, où elle s'était sentie si rejetée, si invisible, que la vie lui réservait encore tant de surprises. Le lendemain était dimanche, et comme promis, Nathalie passa la journée au zoo avec Hugo, Patricia et les enfants. L'ambiance entre les adultes était détendue, presque amicale, un changement que les enfants percevaient clairement et qui les rendait plus joyeux encore. « Alors comment était ton rendez-vous » demanda Patricia avec une curiosité sincère, alors qu'elles observaient Hugo aider les enfants à nourrir les chèvres dans la ferme pédagogique. « C'était parfait », admit Nathalie, surprise de se confier ainsi à sa belle-fille, autrefois son adversaire la plus acharnée. « Je suis contente pour toi, » dit Patricia, et le plus étonnant était qu'elle semblait vraiment le penser. « Tu mérites d'être heureuse. » Ces mots simples, venant de cette source inattendue, touchèrent Nathalie profondément. « Toi aussi, Patricia, » répondit-elle doucement. « Vous tous. » Le moment opportun pour maintenir l'attention et la curiosité du spectateur, une notification apparut sur le téléphone de Nathalie. Un message de Vincent Moreau, l'actuel propriétaire de son ancienne maison. « Bonjour Nathalie,
Ma femme et moi organisons un barbecue ce week-end et nous serions ravis que vous veniez. Avec l'ami dont vous nous avez parlé? À bientôt, j'espère. Nathalie sourit en lisant ce message. Sa vie prenait décidément des tournants inattendus. L'ancienne maison, autrefois source de tant de douleurs, devenait maintenant le lieu d'une amitié nouvelle et sincère avec les Moreau. Un autre cercle qui se fermait, une autre blessure qui se transformait en quelque chose de positif. Le chemin de la guérison n'était pas linéaire. Il y aurait encore des jours difficiles, des souvenirs douloureux, des moments de doute. Mais pour la première fois depuis longtemps, Nathalie voyait clairement que la vie ne s'arrêtait pas aux blessures, aussi profondes soient-elles. Elle continuait, se transformait, offrait de nouvelles chances à ceux qui avaient le courage de les saisir. 6 mois passèrent, rythmés par les saisons qui changèrent Paris, le printemps avec ses cerisiers en fleurs, puis l'été avec ses longues soirées dorées. La relation entre Nathalie et Thomas s'épanouissait lentement, sans précipitation, mais avec une sincérité qui la rendait chaque jour plus solide. Un matin de juillet, alors qu'ils prenaient leur café sur le balcon de l'appartement de Nathalie, devenu leur refuge de week-end, Thomas lui tendit une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, intriguée par son air mystérieux. « Ouvre » l'encouragea-t-il avec un sourire. À l'intérieur se trouvaient 2 billets d'avion pour Athènes, datés de septembre. « Grèce » murmura-t-elle, stupéfaite. « Tu m'as montré ces photos de toi et Robert en Grèce » expliqua-t-il doucement. « Tu avais cette lumière dans les yeux quand tu en parlais. Je me suis dit que peut-être tu aimerais y retourner, créer de nouveaux souvenirs tout en honorant les anciens. » Les larmes aux yeux, Nathalie fut touchée par cette attention, par cette compréhension profonde de qui elle était vraiment. Thomas ne cherchait pas à effacer son passé ou à remplacer Robert. Il l'acceptait avec toute son histoire, toutes ses cicatrices, et lui proposait simplement d'ajouter de nouvelles pages à son récit. « J'adorerais, » dit-elle en prenant sa main. « Vraiment. » Ce même jour, en fin d'après-midi, elle reçut un appel d'Hugo. Sa voix était excitée, presque enfantine dans son enthousiasme. « Maman, Patricia et moi avons une grande nouvelle. On voulait te l'annoncer en personne, mais je n'arrive pas à attendre. Nous allons avoir un bébé. Un 4e petit enfant. Une nouvelle vie qui se préparait, un nouveau chapitre pour toute la famille. » Nathalie sentit une vague de joie pure la traverser. « Oh, Hugo, c'est merveilleux. Comment va Patricia? Quand est prévu l'accouchement? » « Début février. Elle va bien, juste un peu de nausée matinale. Elle voudrait que tu l'accompagnes à sa prochaine échographie, si tu es disponible. » Cette invitation, plus que toutes les excuses formelles, plus que tous les arrangements pratiques des derniers mois, symbolisait la réconciliation véritable. Patricia voulait partager ce moment intime, précieux, avec elle. La confiance renaissait, plus forte que jamais. « Bien sûr, » répondit Nathalie émue, « ce sera un honneur. » Dans sa vie professionnelle aussi, les choses évoluaient, tissage. Robert prospérait sous sa direction, et elle commençait à envisager de former Hugo pour qu'il prenne progressivement plus de responsabilités dans l'entreprise familiale. Non pas qu'elle voulait se retirer, elle aimait trop son travail pour cela, mais elle souhaitait plus d'équilibre, plus de temps pour ces nouvelles joies qui fleurissaient dans sa vie personnelle. L'automne arriva, et avec lui, le voyage en Grèce. Santorin les accueillit avec son ciel d'un bleu impossible et ses maisons blanches accrochées à la falaise. Mais cette fois, Nathalie ne vit pas les îles à travers le filtre de la nostalgie ou du regret. Elle les découvrit à nouveau, différemment, avec la maturité et la sérénité que les années lui avaient apportées. Un soir, assis sur leur terrasse face au célèbre coucher de soleil, Thomas sortit un petit écrin de sa poche. « Ce n'est pas ce que tu crois, » dit-il rapidement, en voyant son expression surprise. « Pas encore, du moins, sauf si tu le souhaites. C'est juste un symbole. » À l'intérieur se trouvait une simple bague en argent, ornée d'une pierre bleue comme la mer Égée. « Pour te rappeler que les deuxièmes chances existent, » expliqua-t-il, « que la vie peut nous surprendre à tout âge, que l'amour a de nombreuses formes et de nombreux visages. » Nathalie prit la bague avec émotion. Elle n'était pas prête pour un remariage, pas encore, et Thomas le respectait. Mais ce geste, cette promesse ouverte d'un avenir ensemble, sans pression ni condition, était exactement ce dont elle avait besoin. « Elle est parfaite, » murmura-t-elle en glissant la bague à son doigt. Puis, avec un sourire taquin, « Mais ne pense pas que ça te dispense de me faire une vraie demande un jour. »
Thomas rit, son visage illuminé par le soleil couchant et le bonheur simple de ce moment partagé. « J'attendrai le moment parfait, promit-il. Nous avons tout le temps du monde. » Le retour à Paris fut doux amer, comme tous les retours de vacances parfaites. Mais la vie qui les attendait était riche de promesses. La grossesse de Patricia qui progressait bien, les enfants qui grandissaient, l'entreprise qui prospérait, et cette relation naissante entre eux, solide et tendre à la fois. Un soir, de novembre, alors que le froid s'installait sur la ville, Thomas surprit Nathalie avec une proposition inattendue. « Et si nous cherchions un endroit à nous ? Un nouveau départ dans un lieu qui n'appartiendrait ni à ton passé ni au mien, mais à notre présent commun ?» L'idée était audacieuse, excitante. À 60 ans passés, Nathalie n'aurait jamais imaginé recommencer ainsi, chercher un nouveau foyer, construire une nouvelle vie. Mais n'était-ce pas justement le miracle de l'existence, cette capacité à se réinventer, à chaque âge, à chaque étape ? « Commençons à chercher », accepta-t-elle avec enthousiasme. Les mois suivants furent une valse joyeuse entre les visites d'appartements, les échographies avec Patricia, les week-ends avec les enfants, et le travail toujours présent mais moins envahissant. La vie avait retrouvé ses couleurs, son rythme, sa saveur. Février arriva, et avec lui le plus beau des cadeaux. Mathilde, 7 livres de perfection aux joues roses et aux yeux curieux, vint agrandir la famille Robert. Dans la salle d'attente de la maternité, Nathalie attendait nerveusement avec Thomas, qui avait insisté pour l'accompagner dans ce moment important. « Grand-mère !» cria Léa en se précipitant vers elle, suivie de près par Jules et Emma. « Viens vite voir le bébé. Elle est toute petite et toute rouge !» Dans la chambre d'hôpital, Patricia, épuisée mais radieuse, tendit le petit paquet emmailloté à Nathalie dès qu'elle entra. « Tu veux la tenir ?» Ce geste simple, cette confiance absolue, firent monter les larmes aux yeux de Nathalie. Elle prit délicatement sa nouvelle petite fille dans ses bras, émerveillée par ce miracle renouvelé de la vie. « Bonjour Mathilde », murmura-t-elle à l'oreille minuscule. « Je suis ta grand-mère et j'ai tellement de choses à te montrer, tellement d'histoires à te raconter. » Hugo s'approcha, passant un bras autour des épaules de sa mère. « Elle te ressemble, » dit-il doucement. « Elle a tes yeux. » Nathalie sourit à travers ses larmes. La vie était un cercle étrange et merveilleux, fait de départs et de retours, de pertes et de gains, de blessures et de guérisons. La douleur de ce Noël terrible semblait maintenant si lointaine, comme appartenant à une autre vie. Avez-vous déjà vécu une expérience personnelle similaire, où une situation douloureuse a finalement ouvert la voie à un changement positif dans votre vie? N'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Le printemps revint, à Paris, et avec lui une dernière surprise. Nathalie et Thomas avaient enfin trouvé leur appartement idéal, spacieux mais chaleureux, avec une terrasse verdoyante et une vue sur les toits parisiens. Le jour de leur emménagement, toute la famille était présente pour aider, dans un joyeux chaos de cartons et de meubles. Patricia s'approcha de Nathalie alors qu'elles déballaient ensemble la vaisselle dans la cuisine. « Je me souviens encore de ce Noël, » dit-elle doucement, « de ces mots terribles que j'ai prononcés, juste la famille. Quelle ironie, n'est-ce ? » Nathalie la regarda, surprise par cette référence inattendue à un souvenir douloureux. « Regarde-nous maintenant, » continua Patricia en désignant la scène autour d'elle. Hugo et Thomas qui montaient une étagère ensemble, les enfants qui exploraient avec excitation chaque recoin du nouvel appartement, le bébé Mathilde qui dormait paisiblement dans son couffin. C'est ça la vraie famille. Celle qu'on choisit, celle qu'on construit, celle qu'on répare quand elle se brise. Nathalie sentit son cœur se gonfler de gratitude. « Oui », acquiesça-t-elle simplement. « C'est exactement ça. » Ce soir-là, quand tous furent partis, et que l'appartement retrouva le calme, Nathalie et Thomas s'installèrent sur leur nouvelle terrasse. La nuit était douce. Les lumières de Paris scintillaient autour d'eux comme des milliers d'étoiles terrestres. « Heureuse ?» demanda Thomas en lui tendant un verre de vin. « Plus que je ne l'aurais imaginé possible », répondit-elle sincèrement. Ce n'était pas une fin, réalisa Nathalie en contemplant la ville qu'elle aimait. C'était un nouveau commencement. À 60 ans passés, sa vie s'ouvrait sur des horizons qu'elle n'avait jamais envisagés. L'amour avait pris un nouveau visage. Sa famille s'était transformée et élargie, son travail évoluait vers une nouvelle phase. La douleur de ce Noël terrible avait été réelle, profonde, traumatisante,
Mais sans cette rupture brutale, aurait-elle jamais trouvé le courage de réinventer sa vie, d'ouvrir son cœur à de nouvelles possibilités, de redéfinir ce que signifiait appartenir? Parfois, les plus grandes blessures nous conduisent vers les plus belles transformations. Parfois, ce qui semble être une fin n'est qu'un détour nécessaire vers un chemin plus authentique. Parfois, il faut perdre quelque chose de précieux pour découvrir qu'on est capable de créer quelque chose de plus précieux encore. La vie de Nathalie ne serait plus jamais la même, et c'était parfaitement merveilleusement bien ainsi. Félicitations. Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé, et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.